Merci à tous d'être là pour cette deuxième session de l'après-midi. Merci à ceux qui nous rejoignent maintenant et à ceux qui ont le courage de faire la matinée et l'après-midi. Je remercie surtout nos intervenants aujourd'hui dans l'après-midi qui vont nous permettre de nous intéresser, après le droit de la concurrence technique, plus à la question de la politique publique qu'est la politique de la concurrence. Dans ce cadre-là, on aurait dû recevoir M. Digoué, membre du gouvernement chargé de l'économie, mais il nous a indiqué qu'il avait eu un souci familial. C'est bien regrettable, mais on va faire avec. Et on va commencer du coup la session avec M. Queré, qui va nous présenter la manière dont l'autorité de la concurrence métropolitaine intervient, ou en tout cas accompagne potentiellement le gouvernement français dans la période d'inflationniste, si j'ai bien compris. Et puis ensuite, une table ronde qui a pour objet de réunir à la fois les acteurs des autorités de concurrence, bien sûr, mais surtout les acteurs économiques et les représentants des salariés et des consommateurs. On a M. Vernier qui va nous rejoindre à 14h30. Et puis, évidemment, avoir le point de vue des élus. Et je remercie très chaleureusement Françoise Suvet, membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui représente le pouvoir législatif en elle-même. Et vraiment, merci Françoise d'assumer ce rôle, puisque manifestement le sujet peut faire peur. Alors en tout cas, je vais tout de suite donner la parole à Benoît, et ensuite David animera la prochaine table ronde. Puis on aura un débat, une petite pause, et ensuite deux autres interventions qui concernent plus les suites judiciaires de l'autorité, des décisions des autorités de concurrence, et en particulier de l'autorité de Calédonie. Donc sans micro, en live. Très bien, chère Madame la Présidente de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, chère Aurélie, Madame la membre du Congrès, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques, les chers collègues également. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie pour son accueil, pour avoir organisé cette conférence dont on a déjà eu au cours de la matinée la preuve qu'elle était un lieu de non seulement de pédagogie, mais aussi d'échange, de dialogue et d'idées, de propositions. Et on attend particulièrement de cette table ronde qui vient qu'elle soit aussi un lieu de proposition tourné vers l'avenir. Donc merci pour tout ça. Je reviendrai peut-être à la fin en un mot sur le rôle de l'autorité de la concurrence ici en Nouvelle-Calédonie. Ce que je voudrais faire en quelques mots, et je vous rassure, c'est pas le meilleur moment de la journée pour faire un discours, donc je vais essayer d'être le plus court possible. Je voudrais partager une conviction qui est que dans un moment comme le nôtre, qui en métropole, comme en Nouvelle-Calédonie, comme en réalité partout dans le monde, est marqué par des transformations majeures, des évolutions structurelles de nos économies, le numérique, des évolutions dans la manière dont les chaînes de valeur mondiales s'organisent, dont la mondialisation s'organise, évolution suscitée aujourd'hui particulièrement par l'adaptation après la crise du Covid et par la crise ukrainienne également, qui nous amène à reconsidérer un peu la manière dont on voyait les chaînes de valeur traditionnelles au niveau mondial. Tout ça bouscule nos industries, nos secteurs de services. Tout ça crée des inquiétudes, des angoisses chez les salariés, chez les entreprises. Mais également, c'est aussi un moment unique de réfléchir à la manière d'avoir des économies qui fonctionnent mieux, qui sont plus productives, qui sont plus efficaces et qui sont plus justes. Et or, cette double dimension d'efficacité et d'équité, c'est, pour moi, me semble-t-il, finalement la raison d'être de la politique de la concurrence, du droit de la concurrence et des autorités de la concurrence qui sont là pour l'appliquer. L'efficacité, parce que les autorités de concurrence sont là comme régulateurs économiques pour que le droit s'applique, pour que les marchés fonctionnent et pour que la concurrence se fasse sur la base des mérites.
ce qui va permettre d'assurer l'apparition de nouveaux acteurs et d'assurer l'innovation dans notre économie, et également l'équité, parce que la concurrence, c'est aussi la défense du faible contre le fort, c'est la lutte contre les rentes, et c'est la protection des petits acteurs qui vont peut-être devenir grands, et qui, même s'ils ne deviennent pas grands, apportent de la diversité aux consommateurs et des produits nouveaux. Et ça, c'est vrai partout, c'est vrai à Paris, c'est vrai à Nouméa, et c'est vrai à Papeete, et c'est vrai, puisqu'on parlait ce matin aussi de la comparaison avec la Polynésie, et c'est vrai dans les autres pays. Alors, du point de vue de l'autorité de la concurrence métropolitaine à Paris, ces enjeux sont particulièrement importants maintenant dans un contexte où le débat économique et je crois également le débat politique est marqué par la problématique de la vie chère, hein, du pouvoir d'achat. Certes, c'est un débat qui se présente différemment à Paris et à Nouméa. À Paris, le sujet, c'est l'inflation, mais à partir d'un niveau des prix qui est... à partir d'un niveau des prix qui a été contenu, aidé par des années de libéralisation et tout un historique de politique de la concurrence au niveau européen, hein, d'abord, mais également au niveau français, qui a permis dans des secteurs comme les télécoms à avoir des prix qui sont particulièrement bas, hein, en France, par rapport aux États-Unis, par exemple, la différence est très frappante, mais même par rapport au reste de l'Europe. Donc le problème n'est pas tant le niveau des prix que leur taux de croissance, hein, avec une inflation qui est à 5,8% hein, en métropole, et qui est un facteur de préoccupation et donc de tension politique et de risque social. Alors qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, le problème n'est pas tant l'inflation, bon, qui certes augmente, mais qui part d'un niveau qui est quand même très bas par rapport à la métropole. Mais en revanche, le problème est clairement le niveau des prix, qui lui est très élevé. Et quand l'autorité de la concurrence avait eu l'occasion, en 2019, de faire un comparatif des niveaux de prix dans l'ensemble des départements d'outre-mer, on avait trouvé des surpris, des niveaux de prix très élevés dans l'ensemble des départements d'outre-mer, et ça a été confirmé par l'étude de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, qui malheureusement ne plaçait pas la Nouvelle-Calédonie particulièrement en tête dans cette liste. Donc les points de départ sont différents, mais finalement la concurrence est une réponse dans les deux cas. Pourquoi ? Alors d'abord, la concurrence ne peut pas être la réponse principale au problème de la vie chère. Il y a des problèmes géopolitiques mondiaux, il y a des tensions sur les prix des matières premières mondiales, il y a des réorientations souhaitables de politique énergétique, de mix énergétique, il y a des problèmes sur les coûts de transport mondiaux, qui peuvent aussi être traités sous l'angle de la concurrence, mais ça doit l'être au niveau européen ou mondial, ça ne peut pas l'être au niveau local. En revanche, la concurrence peut aider à identifier de la hausse de prix, et donc c'est un devoir pour nous, en tant qu'autorité de concurrence, d'identifier ces gisements de pouvoir d'achat. C'est aussi, ça peut être aussi un instrument de modération des hausses de prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure que dans certains cas et le long de certaines chaînes de valeur, il y ait des surréactions ou des abus, disons-le comme ça, d'entreprises, notamment d'intermédiaires, qui profitent de la situation pour augmenter leurs marges de manière indue ou pour se coordonner pour augmenter les prix. Évidemment, plus facile d'augmenter les prix quand tout augmente que quand l'inflation est faible. Et donc là, évidemment, l'autorité de concurrence a un rôle à jouer. Dans le cas français, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été mandatée par le ministre Bruno Le Maire pour faire cet exercice, pour décortiquer très finement les augmentations de marge le long des chaînes de valeur, particulièrement dans le secteur des produits alimentaires. Et s'ils identifient des comportements anticoncurrentiels, ils nous les transmettront. Enfin, oui, si c'est des pratiques, ils s'en occuperont eux-mêmes. Si c'est des pratiques commerciales, ils s'en occuperont eux-mêmes. Si c'est des comportements anticoncurrentiels, on en parlera ensemble et ça sera éventuellement à nous d'intervenir. Et ça permet de modérer, ça va nous permettre de modérer les hausses de prix qui sont particulièrement excessives. Et dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, où le niveau des prix était au départ trop élevé, cette action de la concurrence, qui est une action de long terme, pas une action de court terme, est particulièrement pertinente. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément changer les taux d'inflation à court terme, mais elle peut permettre
à long terme de revenir à des niveaux de prix plus raisonnables en comparaison avec les autres territoires d'outre-mer ou même en comparaison internationale. Donc je crois que là, l'exigence est la même. Alors, la pratique décisionnelle de l'autorité de la concurrence métropolitaine montre que c'est possible. Depuis que l'autorité de la concurrence a été créée donc en 2009, et même en réalité auparavant, puisqu'on a succédé au Conseil de la concurrence qui était déjà là, avec moins de pouvoir, mais qui était déjà vigilant, on a eu une pratique de lutte, notamment contre les ententes sur des produits du quotidien qui sont importants pour l'ensemble des Français. Et la liste est très parlante. La liste des cartels que l'autorité de la concurrence a identifiés et sanctionnés est très parlante. La lessive, la farine, les produits d'hygiène et d'entretien, les produits laitiers, l'électroménager, les compotes, les sandwichs l'an dernier, et ainsi de suite. Donc on voit que la concurrence, qui peut paraître un sujet abstrait, juridique, traité par des spécialistes, est en fait un sujet qui va dans le cœur du quotidien. On le fait également dans le cas du contrôle des concentrations, pour s'assurer que, notamment dans les cas de regroupement de commerce, les prix n'augmentent pas dans les zones de chalandise concernées. On le fait avec pragmatisme. Je donnais ce matin l'exemple de la fusion entre But et Conforama, de l'acquisition de Conforama par But, où nous avons identifié des problèmes de concurrence, à la fois à l'aval, en réalité un très grand nombre de zones de chalandise en France, à l'amont, pour la production de certains meubles, en particulier la production de literie, et aussi pour les franchisés en Outre-mer, ce qui ne nous a pas empêché d'autoriser la fusion parce qu'on a pu invoquer l'exception de l'entreprise défaillance, qui était le cas particulier qui justifiait cette opération. Donc on essaie également d'être pragmatique. Mais quand il faut, on interdit. Et on a en 2021, pour la deuxième fois, donc en 2020 puis en 2021, interdit des opérations de concentration qui nous semblaient des risques pour la concurrence. Alors, donc tout ça montre que c'est possible et que si on est vigilant, on va pouvoir identifier de manière très très pragmatique des gains de pouvoir d'achat qui peuvent être rendus aux ménages. Alors dans ce contexte, peut-être pour vous donner un aperçu de ce que sont nos priorités à Paris, quelles vont être les priorités de l'autorité de la concurrence en 2022 et au-delà? Il y a d'abord la mobilisation de tous nos instruments, dont certains instruments nouveaux qui ont été évoqués ce matin, donc je ne reviens pas dessus, mais qui nous permettent d'être plus efficaces dans l'identification des pratiques anticoncurrentielles et dans le contrôle des concentrations. Il y a une attention continue à un domaine sur lequel l'autorité de la concurrence a bâti maintenant une forte expertise technique et qui va rester très important, qui est le numérique. On a soldé récemment deux dossiers très emblématiques, le dossier du comportement de Facebook, ou Meta, comme on l'appelle aujourd'hui, face aux intermédiaires de la publicité en ligne, le dossier du comportement de Google vis-à-vis des éditeurs de presse et des agences de presse, qui se sont soldés dans les deux cas par des engagements, mais dans le cas de Google, des engagements faisant suite à des sanctions, 500 millions d'euros, c'est pas rien. Qui ont été payés par Google et qui vont dans le budget de l'État. On a des cas en cours, certains dont je ne peux pas parler, d'autres dont je peux parler, par exemple le cas d'Apple et des magasins d'applications de Apple et de la manière dont les applications de Apple sollicitent le consentement des utilisateurs pour partager leurs données privées, qu'on peut aborder sous l'angle de la concurrence et sur lequel les services d'instruction travaillent. Donc on va continuer dans un contexte européen qui est en pleine évolution, puisque comme vous le savez sans doute, les co-législateurs européens, le Conseil et le Parlement viennent d'adopter la législation européenne sur les marchés numériques, en bon français, aussi appelée DMA, Digital Market Act, qui va donner à la Commission européenne une compétence pour réguler ex ante les grandes plateformes numériques et qui permettra aux autorités nationales aussi de mener des enquêtes sous les auspices de cette nouvelle législation vis-à-vis des grandes plateformes numériques. Et puis il y a tous les sujets nouveaux qui vont apparaître, qui sont liés notamment à l'utilisation des données dans l'économie. Et je dis souvent, et c'est pas vraiment une plaisanterie, je dis il n'y a pas d'économie numérique, parce que le numérique est partout. Le numérique, il est dans les transports, il est dans la santé. Donc les grands sujets numériques, ça ne va plus être vis-à-vis des grandes plateformes comme Google, Apple ou Meta, ça va être
comment nos données sont utilisées par les voitures, comment nos données de santé sont produites et utilisées et partagées et vendues. Et ça va susciter de grands enjeux de concurrence et il faut qu'on s'y prépare. Et puis un autre grand enjeu qui va nous mobiliser dans les mois et les années qui viennent, c'est la soutenabilité. On voit que c'est une exigence qui s'impose à l'ensemble des acteurs de l'économie, donc il est normal qu'elle s'impose aussi aux autorités publiques. Et on a plusieurs angles d'attaque, plusieurs instruments. On a des instruments incitatifs. La Commission européenne a publié récemment un projet de nouvelle ligne directrice sur les collaborations, les coopérations entre entreprises, créant plus d'espace pour les entreprises pour coopérer sur des projets qui favorisent le développement durable, qui auraient pu être qualifiés d'entente, mais donc on va être très attentif non plus à ce qu'il n'y ait pas d'abus, à ce que sous le couvert du développement durable, les entreprises ne créent pas de nouvelles formes d'entente, mais il faut aussi qu'elles puissent se réunir pour mettre en place de nouveaux standards techniques, de nouveaux produits qui sont bons pour le développement durable et bons pour la décarbonation. Donc on va travailler là-dessus. Ça peut être sous l'angle répressif, et l'autorité a déjà une pratique en matière de sanctions de comportements qui sont mauvais pour la soutenabilité. Je pense par exemple aux sanctions contre ce qu'on a appelé le cartel des revêtements de sol, ou le cartel du linoléum, donc des entreprises qui s'étaient entendues pour que dans la commercialisation de revêtements de sol, on ne mette pas en avant la performance environnementale de ces revêtements de sol. Ce qui était donc une forme d'entente contre l'environnement, si on veut, et qui a été sanctionné. Et on a également maintenant, par exemple, dans notre nouveau communiqué sanctions, la possibilité de prendre en compte l'impact environnemental des pratiques pour moduler les sanctions, ce qui n'existait pas auparavant. Donc tout ça est en train de se diffuser dans notre pratique. On a un réseau à l'intérieur de l'autorité de la concurrence qui travaille sur ces questions, qui identifie des cas d'application possibles. Et puis on continuera à travailler aussi sous l'angle des avis, ce qui va être l'objet de la prochaine table ronde, avec par exemple récemment un avis sur la décision du gouvernement d'augmenter les quotas de partage d'électricité nucléaire entre EDF et ses concurrents, qui a fait l'objet d'un avis de l'autorité de la concurrence. Je vais peut-être conclure en revenant à la Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai commencé ces propos en disant que les autorités de concurrence, finalement, ont un rôle pour favoriser l'efficacité et l'innovation dans l'économie, ont un rôle pour favoriser l'équité dans l'économie. Elles le font avec leurs différents instruments qui sont le contrôle des concentrations, la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et la fonction consultative, la fonction d'avis. Et donc les autorités de concurrence ont un rôle de vigie, ont un rôle d'exploration, ont un rôle de défrichage que les autorités publiques doivent exploiter. Et que les entreprises aussi doivent exploiter. Les autorités de concurrence sont là pour être dans le débat, et parfois d'une manière qui ne va pas plaire à certains. D'ailleurs, toujours d'une manière qui ne va pas plaire à certains, parce que si ça plaît à tout le monde, c'est probablement inutile. Et sont là pour aborder des sujets que les politiques ont du mal à traiter parce que on va heurter les intérêts constitués, on va éventuellement perdre des voix, on va perdre des soutiens politiques. Et je dis ça sans ironie ou sans critique, parce que c'est la nature de la délibération politique. Mais il y a une forme de jeu qui est aussi un partenariat entre les autorités politiques qui, in fine, vont être chargées de concevoir les textes, de voter les nouveaux textes, et les autorités de concurrence qui peuvent être aux avant-postes, susciter le débat, sans pour autant, là je bascule dans la métaphore footballistique, sans pour autant être hors jeu. Il faut rester dans le jeu, mais tout en allant le plus loin possible pour faire avancer le débat. Et les politiques doivent savoir s'appuyer sur les autorités de concurrence pour faire avancer ce débat. C'est la relation qu'on a essayé de créer en France, et c'est la relation que l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie est en train de créer avec les autorités de Nouvelle-Calédonie. Donc il faut faire confiance à l'autorité de la concurrence pour appliquer le droit, mais aussi pour faire avancer le débat d'une manière qui va être productive. Et de ce point de vue-là, je voudrais vraiment saluer le travail tout à fait exceptionnel qui a été fait par Aurélie Zoud-Lebert au cours des 4 ans et demi écoulés, et même plus parce que ça a été préparé bien avant. Dans toutes ces dimensions, dans la dimension répressive, mais aussi dans la dimension de conseil,
pour faire évoluer ici en Nouvelle-Calédonie le débat sur les politiques publiques et sur les structures économiques et sur le bon niveau de régulation. Je crois que nous sommes tous dans cette salle admiratifs non seulement de l'énergie et de la combativité d'Aurélie, mais également de sa vision qui a permis vraiment de faire avancer les choses ici. Donc je voudrais le saluer et la remercier particulièrement. Je m'arrête là. Bonjour à tous, donc David Guyenne, président de la CCI. J'ai la responsabilité d'animer la table ronde dont le sujet va être affiché. Ou alors en tout cas je vais le lire. Aurélie sait tout faire. Bon, je vais en profiter pour présenter. Donc nous avons Monsieur Vernier. Voilà, vous les avez tous là. Monsieur Vernier, président de l'UFC Que Choisir. Mime Sidélé, président du MEDEF NC. François Suvet, qui est élu au Congrès. Donc Monsieur Queret, président de l'autorité de la concurrence métropolitaine. Aurélie Zudlebert, évidemment. Et Tony Dupré, représentant de l'intersyndicale Vichère. Donc le sujet qu'on va essayer d'aborder et pour lequel on va essayer de trouver une réponse, c'est quelle est la portée des avis des autorités de concurrence en Outre-mer dans le cadre du rôle consultatif des autorités, donc pour dynamiser le fonctionnement concurrentiel des marchés ultramarins. Alors j'ai quand même une petite introduction. Quels sont les équilibres à trouver entre modèle économique, cherté de la vie, pouvoir d'achat, concurrence? C'est évidemment une question qui est au cœur du modèle calédonien économique, social, passé, présent et à venir. On a quand même un marché de 270 000 habitants qui n'a pas de taille critique dans de nombreux secteurs économiques. La finalité de la concurrence est-elle de favoriser l'émergence de concurrents, d'organiser un champ concurrentiel juste et honnête, de faire baisser les prix? Sur ce dernier point, faut-il rechercher des prix bas, quoi qu'il en coûte, au risque de favoriser les plus gros acteurs, les plus compétitifs à un instant T? L'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie a-t-elle été utile pour faire avancer ces dossiers? Donc on va essayer de répondre à ces nombreuses questions avec nos invités. Mon rôle, donc, c'est d'être facilitateur du débat, donc c'est de pouvoir, que par les réponses qui seront apportées par nos invités, de répondre à ces questions, à cette problématique. Et en fait, on devait avoir Monsieur Lumapou, qui devait intervenir pour présenter un petit peu la politique de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Et la première question, Monsieur Queret, si vous aviez été à la place de Monsieur Mapou, comment vous auriez introduit ce débat? Quels sont un petit peu les messages que vous auriez souhaité apporter et en tout cas faire savoir aux différents acteurs présents? Les choses soient claires, je ne suis pas à la place de M. Mapou. Et d'ailleurs, je suis bien content de ne pas être à la place de M. Mapou. Je respecte profondément le travail politique, mais si j'avais voulu faire de la politique, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Donc chacun doit rester dans son rôle. Et non, je le dis en fait assez sérieusement, c'est-à-dire que les autorités de concurrence sont des autorités administratives qui sont là pour mettre en place effectuer un certain nombre de choses, qui sont là pour conseiller. Je pense que l'indépendance permet d'être dans le débat public et de conseiller, mais on ne doit pas se substituer aux politiques. C'est-à-dire chacun doit prendre ses responsabilités. Et donc, je ne sais pas répondre à votre question, mais si j'essaie maintenant d'imaginer ce qu'aurait pu dire M. Mapou, ce qui est une autre question, je dirais sans doute que la question que j'aurais envie de poser à Aurélie Zudlebert, c'est finalement, au cours des 4 ans et demi écoulés, quelle est votre plus grande fierté et quel est votre plus grand regret en termes de recommandations de politique publique? Et si vos recommandations n'ont pas été suivies, pourquoi n'ont-elles pas été suivies? Et ça, c'est une question qu'on aurait pu renvoyer aussi à M. Mapou. D'accord, donc on la gardera un petit peu pour plus tard.
Justement, quelle est selon vous, M. Curé, la bonne interaction et les bons niveaux de collaboration et de travail entre un gouvernement et une autorité de la concurrence? Alors il y a une phrase de... Bon, vous savez, pendant 10 ans, j'ai été banquier central, ce qui est un métier assez différent, mais qui a un point commun avec la concurrence, c'est l'indépendance. Et le fait que finalement la société a délégué à un certain nombre d'autorités administratives indépendantes des tâches qui sont importantes et dont on a jugé collectivement qu'elles seront mieux effectuées par des fonctionnaires qui sont indépendants. C'est vrai de la concurrence, c'est vrai aussi de la politique monétaire et de la régulation bancaire. Et au sujet de la Banque de France, Napoléon avait une phrase que j'aime beaucoup. Quand il a créé la Banque de France en 1802, il a dit « Je veux que la Banque de France soit dans la main du gouvernement, mais n'y soit pas trop ». Voilà. Donc, ça veut dire que quand on est une autorité indépendante, il faut exercer son indépendance pour gagner la confiance des citoyens. Donc il faut montrer qu'on est capable de prendre des décisions que le gouvernement n'aurait pas prises s'il avait été en charge, notamment des décisions qui heurtent des intérêts constitués. Qui bénéficient au plus grand nombre, mais qui vont heurter certains intérêts constitués. Et si on ne le fait pas, on n'acquiert pas la confiance des citoyens. Donc de temps en temps, il faut le faire. Enfin, il faut le faire aussi souvent que nécessaire, en réalité. Il faut, en même temps, il faut montrer que on n'est pas dans une tour d'ivoire et qu'on est attentif à la demande sociale, à la demande des acteurs économiques. Donc il faut voir les acteurs économiques aussi souvent que possible. Je crois qu'on le fait tous, hein. Aurélie le fait, je le fais. Il faut les écouter, même quand c'est désagréable, même quand ils viennent se plaindre. C'est très important de maintenir ce dialogue. Et puis ce dialogue est nécessaire si on veut anticiper les évolutions de l'économie. Il faut comprendre les stratégies, les business models. Et si l'autorité de la concurrence se comporte de manière trop administrative ou peut-être trop juridique, elle va se couper de ces évolutions économiques. Donc il faut être au contact et il faut dialoguer avec les politiques et comprendre ce qui est important pour eux. Et il ne faut pas qu'ils aient trop de surprises. Et donc il n'est pas question d'accepter des instructions du gouvernement ou des hommes politiques. En revanche, il faut les prévenir de ce qu'on va faire. Parce que la concurrence n'est qu'un aspect de la politique économique et tout ce qu'on fait a des conséquences. Donc il faut qu'ils puissent préparer les conséquences. Et puis parfois, on peut faire des choses ensemble. Et c'est là que le rôle d'avis est très important. Parce qu'il y a, et je vais finir là-dessus, mais il n'y a aucun des domaines sur lesquels les autorités de concurrence rendent des avis qui n'est finalement autonome. Si on parle, j'imagine qu'on va parler sur cette table ronde des chaînes de production en Nouvelle-Calédonie, du degré de concurrence en Nouvelle-Calédonie. Ça ne dépend évidemment pas que de la politique de la concurrence. Ça dépend de la structure de la production, de la diversification de la production, ça dépend du degré d'ouverture internationale, de la possibilité ou non d'accords commerciaux dans la région, ça dépend de toutes sortes de choses. Et donc il faut que ce qu'on fait soit cohérent, et pour ça il faut un dialogue de confiance avec les politiques, et il faut que les politiques acceptent que de temps en temps on va faire des choses qui ne leur plaisent pas. Merci pour cette réponse. Justement, Aurélie Judlebert, on va commencer à parler des avis de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. Juste avant ça, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, est-ce que tu peux nous rappeler en fait le rôle de ces avis par rapport à deux autres missions de l'autorité de la concurrence qui sont les moyens pour favoriser la concurrence et l'action répressive? Oui, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour les propos introductifs et les compliments. Je dois d'abord dire que le travail de l'autorité est quand même le travail de toute une équipe, avec des rapporteurs hyper impliqués et des services administratifs et un collège qui vraiment prend son rôle à cœur. Donc ça, c'est le premier point, et je pense que c'est peut-être ma plus grande fierté quand même. Avant d'aller sur le fond, alors, la mission consultative, c'est une des 3 grandes missions de l'autorité de la concurrence, à côté de la mission répressive et la mission préventive dont on a déjà beaucoup parlé ce matin. La mission consultative, c'est peut-être la plus frustrante pour l'autorité de la concurrence, puisque c'est celle sur laquelle, finalement, on n'a pas beaucoup de la main. Puisque, par définition, on rend des avis, on formule des recommandations ou propositions, et après, il appartient à tout un chacun. Ça peut être les entreprises directement, mais ça peut être aussi et surtout les élus, quand il s'agit de mettre en œuvre des réformes structurelles sur l'économie, éventuellement les mettre en œuvre ou au moins
avoir le débat en la matière. Alors, d'un point de vue très quantitatif, on a rendu 137 décisions et avis depuis 2018 et on a rendu 34 avis et recommandations. Alors la différence, un avis, on nous l'a demandé, une recommandation, il y a une saisine d'office de notre part. On a en réalité fait 4 recommandations et on a répondu à 30 demandes d'avis. Notre activité, elle a d'abord été consultative. Quand on a été créé en 2018, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne connaissait pas le territoire, on venait de l'extérieur par définition pour être indépendant. Donc il a fallu s'acclimater au territoire pour connaître le fonctionnement économique des marchés, connaître aussi les opérateurs, les institutionnels, l'administration, le fonctionnement particulier de la Nouvelle-Calédonie. Et la deuxième raison, c'est qu'on a été extrêmement sollicité à cette époque-là, en 2018, par le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement de M. Germain, parce que je vous le rappelle, on était en pleine période de préparation de l'introduction de la TGC avec, en contrepartie, pour éviter un risque inflationniste plus ou moins avéré, une nécessité de réglementer tous les prix et les marges de toute la Nouvelle-Calédonie pendant 18 mois, éventuellement renouvelables ad vitam aeternam. Et ensuite, on a été très vite sollicité aussi sur les questions de régulation de marché, avec un projet du gouvernement de légiférer en la matière. Et c'était très intéressant parce que ça nous a vraiment permis d'entrer tout de suite dans le sujet, de rencontrer les opérateurs, tous les opérateurs. Et on a eu des échanges en fait extrêmement fructueux, alors qu'il y avait une certaine crainte au départ de notre part, mais certainement des acteurs aussi, sur l'introduction d'une autorité de concurrence indépendante en Nouvelle-Calédonie. Et en réalité, ça a été finalement une occasion, enfin des occasions importantes. Donc pour vous donner une idée, on a rendu 34 avis, on en a rendu 12 la première année. Ensuite, le rythme s'est globalement normalisé. On a rendu 6 avis en 2019, 8 en 2020, 5 en 2021. À ce jour, au 27 juillet, on en a rendu 3 et il devrait y en avoir encore 1 ou 2 d'ici la fin de l'année. Donc on est sur une moyenne de 6 avis. Justement, ces avis, une partie donc, proviennent de demandes du gouvernement, et ceux pour lesquels l'autorité se saisit, comment tu les choisis et comment tu juges de la pertinence de ces secteurs? Alors d'abord, je ne les choisis pas toute seule, je les choisis avec l'ensemble du collège et en général, on fixe nos priorités annuelles au début de l'année, en janvier. On ne l'a évidemment pas fait en 2018 puisqu'on est arrivé et on a dû prendre le train en route et essayer de comprendre comment tout cela fonctionnait. Mais on fixe nos priorités essentiellement en fonction des remontées d'informations qu'on peut avoir l'année précédente et en fonction de ce qui nous semble peut-être le plus percutant du point de vue finalement de la demande, puisque la politique de la concurrence, elle est là pour répondre aux consommateurs, aux utilisateurs, pour leur permettre d'avoir plus d'offres, plus de services, une meilleure qualité, plus de diversité et surtout des meilleurs prix. Et donc, je dirais que depuis le départ, la première priorité, ça a été la lutte contre la vie chère et la compréhension des mécanismes d'importation, de distribution, de production en Nouvelle-Calédonie. Là-dedans s'inscrit par exemple les mécanismes de protection de marché, comme par exemple l'avis sur la structure des prix des produits de grande consommation. Et on a gardé cette priorité depuis le départ parce qu'on n'en est pas sorti en fait pour l'instant. Ensuite, on essaie de ne pas s'en fixer trop des priorités. On a décidé de s'en fixer 3 sectorielles par an. Et on se pose d'ailleurs la question de savoir si ça vaut le coup ou pas de poursuivre sur des avis sectoriels qui nous mobilisent énormément. Je pense aux 2 dernières années où on a rendu un avis sectoriel pour les pompes funèbres, on a rendu un avis sectoriel pour la distribution des médicaments et on a évidemment rendu cet avis sur les produits de grande consommation. Systématiquement, en gros, on a fait le calcul, ça nous coûte un ETP par an. Un ETP par an, c'est beaucoup. Pour un résultat, en termes de mise en œuvre, extrêmement faible. Si on prend les PGC, il y a 3 mesures pour l'instant sur 18 qui sont en discussion. Si on prend les pompes funèbres, il ne s'est rien passé pour l'instant. Mais au moins, il y a eu un petit peu de débat. Si on prend la distribution de médicaments, là, c'est encore mieux. Non seulement il n'y a pas eu
mis en œuvre, mais il n'y a même pas eu un seul article nulle part sur ce sujet-là, alors que le RUAM est en situation de crise et que c'est très bien d'essayer de trouver de nouvelles ressources pour financer la protection sociale, mais on faudrait peut-être aussi se poser la question de réduire les dépenses. Et pour réduire les dépenses, il y a aussi des solutions via l'amélioration de la concurrence. Donc, je dirais que c'est ma plus grande frustration par rapport à la question posée par X-Mapo. Et ce que je voudrais simplement mettre en évidence quand même, c'est que 86% de nos avis ont été rendus sur saisine, et donc seulement 14% d'office. 54% des saisines extérieures répondaient à des saisines obligatoires du gouvernement ou du Congrès, donc 46% étaient facultatives. Sur 35 saisines, 23 résultaient du gouvernement, 2 des fédérations professionnelles, une de l'UFC Que Choisir, une de la commune de Nouméa, par exemple. Donc, vous voyez qu'en réalité, l'autorité, quand elle intervient sur son rôle consultatif, elle intervient principalement pour accompagner le gouvernement pour répondre à ces questions. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait derrière, c'est savoir quelle mise en œuvre peut être faite ou pas faite, et surtout pourquoi. Donc, ça, c'est une question qu'on pose aux partenaires économiques et aux partenaires politiques, parce que je pense que si on regarde dans l'application réelle, hein, on a en quantitatif 45% de nos 255 recommandations qui sont plus ou moins mises en œuvre. Donc on a la majorité qui n'est pas mise en œuvre. Mais en vrai, qualitativement, c'est essentiellement les mesures techniques qui sont suivies. Mais les mesures fondamentales de modification du schéma économique calédonien, il n'est pas encore mis en œuvre. Et ça, c'est parce que il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques. On est en Nouvelle-Calédonie et c'est une terre de consensus. Et trouver des consensus pour changer de modèle, quand on n'est même pas sûr que le modèle soit le bon, parce qu'il y a aussi beaucoup de craintes sur ce changement de modèle, même si on a beaucoup d'exemples dans d'autres territoires ultramarins français ou dans d'autres territoires du Pacifique qui présentent quand même des caractéristiques très proches de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, on comprend aussi ces difficultés. Et quelles seraient justement tes préconisations, maintenant que tu peux parler librement, tu as toujours pu parler librement évidemment, mais maintenant que tu pars, tu es encore plus libre. Quelles seraient tes préconisations pour ton ou ta successeur et pour l'ensemble des acteurs qui sont ici présents, justement pour que davantage de recommandations soient prises en compte? Alors, je pense que rétrospectivement, je me dis qu'il faudrait qu'on ait un dialogue beaucoup plus structuré, tant avec le gouvernement qu'avec le Congrès, peut-être en prévoyant des réunions régulières, une fois par trimestre, peut-être, j'en sais rien. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été demandeur au départ parce qu'on était tellement craintifs par rapport à cette histoire de indépendance, pas indépendance. On ne voulait pas non plus être trop proche de la sphère politique, donc c'est aussi peut-être lié à notre comportement qu'on a essentiellement essayé de communiquer par voie de presse ou par des formations, des colloques, beaucoup de pédagogie plus que directement avec la sphère politique. Donc ça peut être une piste. Je pense aussi que c'est aux acteurs économiques de porter ou pas les réformes qui sont proposées, parce qu'après tout, s'il y a un consensus pour ne pas les faire, on ne les fait pas. La question s'est posée, et ça c'était assez intéressant, même si ce n'était pas dans le cadre d'un avis, suite à l'affaire OPT, où le Congrès s'est quand même largement saisi de la question pour savoir quel modèle on veut en matière de télécommunication. Et il y a eu beaucoup d'acteurs qui avaient été interrogés. C'était très intéressant. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est voilà, le bilan et le choix politique qui est fait, c'est lequel. Mais c'est un exemple et il y en a plein d'autres. Est-ce que M. Christophe Venture, qui est le président de l'autorité de la concurrence de Polynésie française, rapporteur, excusez-moi, est-ce qu'il peut alors nous décrire une saisine, justement une saisine sectorielle, comment ça se passe, et aussi par rapport aux problématiques rencontrées en Nouvelle-Calédonie, nous raconter un petit peu son expérience en Polynésie française? Tout à fait, bonjour. Donc effectivement, je suis rapporteur du service d'instruction, mais je ferai part de votre suggestion dès mon retour en Polynésie.
Blague à part. Alors, très rapidement, concernant l'activité, concernant les avis donc, de l'autorité polynésienne de la concurrence, une trentaine d'avis depuis 2016. Sur les principaux secteurs que nous avons étudiés, on a eu pas mal d'avis, ça représente environ un tiers sur les professions réglementées, puisqu'il y a eu une grosse vague notamment de projets de loi de pays qui nous ont été présentés sur des professions réglementées. On a fait pas mal d'avis sur le transport et également sur le secteur de l'énergie. Voilà, ça c'est vraiment les trois principaux secteurs d'activité que l'on a étudiés. Bon, je ne reviendrai pas sur le rôle fondamental des avis parce que ça a déjà été présenté très largement. Plus récemment, donc sur 2021, on a rendu 7 avis dans le secteur de, juste quelques exemples, hein, l'énergie, donc la filière bois locale, les produits perliers, puisque vous savez qu'on est producteur et exportateur de perles, les ressources marines, les pièces détachées automobiles, ça c'était une autosaisine de l'autorité. On a un vrai sujet là-dessus, je pense que ça c'est un sujet qu'on partage avec tous les Outre-mer sur la cherté de l'entretien automobile. Voilà. Sur 2021, on a émis 79 recommandations et on constate que nous sommes de plus en plus suivis par le gouvernement et ensuite l'Assemblée de la Polynésie française quand elle décide de reprendre nos recommandations. Donc on est plutôt satisfait parce qu'on constate une progression. Sur 2021, il y a environ un peu moins de 40% de nos recommandations qui ont été reprises. Je pense que, sans avoir été trop dans le détail, mais pour les avoir vues passer quand même, je partage le diagnostic qui est fait par l'autorité calédonienne. Je pense que ce qu'on passe en priorité, hein, ce sont vraiment les recommandations techniques, plutôt que les grandes recommandations, effectivement, sur posez-vous vraiment les grandes questions sur les orientations que vous souhaitez donner aux politiques publiques. Bon, l'enjeu n'est pas le même, hein, ça demande beaucoup plus de réflexion et de... Alors, je ne sais pas s'il faut du courage politique, mais en tout cas, il faut une forte implication et c'est un travail de long terme. Dernièrement, on a notamment rendu un avis sur l'approvisionnement en hydrocarbures de la Polynésie française, qui est un sujet très fort pour nous, mais que la Nouvelle-Calédonie doit aussi partager. Et c'est là qu'on a vu aussi qu'il y avait un changement un peu de fonctionnement, puisque après qu'on ait transmis cet avis au gouvernement, il nous a été demandé de venir le présenter en comité interministériel, parce que c'est vraiment un sujet qui leur tient à cœur. Et là, ils étaient vraiment très preneurs des recommandations que l'on avait à faire, notamment les principales qui concernaient déjà le fait de mutualiser le transport des hydrocarbures entre les différentes compagnies pétrolières. On en a 3. Il y en a 2 qui sont intégrés et qui ont leur transport, une 3e qui n'en a pas. Donc il y a un vrai sujet de mutualisation pour baisser les coûts et mettre en commun les volumes. Et on a également travaillé sur les formules de calcul du coût de transport des hydrocarbures en montrant que les anciens systèmes qui avaient été mis en place étaient particulièrement coûteux, et on a fait des préconisations au gouvernement en faisant une estimation en disant grosso modo, si vous revoyez un peu vos formules en prenant en compte nos recommandations, ça pourrait aller jusqu'à une économie d'1 milliard de francs par an juste sur le prix du transport. Voilà. Ça, c'est pour l'activité. Alors, sur la question concernant les procédures en matière de saisine et l'organisation, déjà, bon, tout dépend si nous sommes saisis par le pays, donc sur des projets de loi de pays, ou si nous décidons, enfin, si le collège décide de se saisir sur des secteurs d'activité. Quand c'est saisine par le pays, voilà, on est sur des procédures assez courtes, hein, puisqu'on est généralement sur 30 jours pour rendre l'avis, ou alors même parfois, même régulièrement, on est saisi en urgence. Donc là, on a 15 jours pour rendre l'avis. Vous comprendrez très bien que du coup, le travail d'instruction doit être mené sur un rythme assez soutenu. Ce qui fait que dans ce cas-là, on va être plutôt sur des instructions rapides et qui se concentrent vraiment sur l'essentiel des sujets. En autosaisine, par contre, on n'a pas de deadline, quoi, hein. Donc là, ça permet d'aller vraiment plus au fond des sujets, d'avoir des instructions plus précises et d'arriver devant le collège avec des dossiers vraiment plus fournis et des recommandations forcément de meilleure qualité parce qu'elles ont été mieux travaillées, mais aussi plus nombreuses parce qu'on a eu plus de temps pour travailler. Voilà. Juste par rapport à ça, oui. On a des acteurs économiques parfois qui sont communs, qui opèrent à la fois en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Oui. On a des problématiques macro similaires, hein, l'insularité, l'éloignement.
Oui, tout à fait. Comment vous travaillez entre autorités de la concurrence? Est-ce que vous avez des sujets communs, des échanges et est-ce que vous essayez de communiquer sur des informations? Vous êtes totalement indépendant? Alors, on est totalement indépendant juridiquement, évidemment, mais ce qui n'empêche pas qu'il y a des partenariats et des relations qui se sont nouées, depuis le début d'ailleurs, entre l'autorité calédonienne et l'autorité polynésienne, même avant mon arrivée, puisque moi, quand je suis arrivé fin 2018, je savais que l'autorité calédonienne était venue nous rendre visite dans nos locaux. Voilà, donc il y a eu comme ça des partenariats, des liens en tout cas qui se sont tissés entre nos deux autorités, dans le respect de l'indépendance évidemment, mais on l'a déjà évoqué un petit peu ce matin, un petit peu déjà précédemment. Effectivement, on partage des contraintes communes, hein. Voilà, on l'a dit, l'éloignement, l'étroitesse des marchés. Nous, on a en plus des contraintes particulières puisqu'on a un grand territoire avec une population qui est assez éparpillée. Je pense que les liens pourraient être renforcés à l'avenir. Ça peut être un chantier qui sera mené, qui à mon avis serait utile. Et je pense que ça s'insérerait de manière tout à fait logique dans le projet dont on parlait hier, de projet de marché unique entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, puisqu'on est vraiment, alors on n'est pas tout à fait les uns à côté des autres, mais bon, on n'est quand même pas très éloignés, on est quand même voilà, deux territoires qui partagent beaucoup de choses. Vous l'avez dit, on a certains opérateurs communs, ça peut faciliter ou pas, mais bon, en tout cas, c'est un fait. Donc il y a ce projet de marché commun, il faut travailler dessus, et à mon avis, c'est un projet dans lequel nos deux autorités de concurrence ont une part à prendre, enfin, c'est juste une évidence, quoi. Monsieur Queré, après, j'aurais une question pour Aurélie. Monsieur Queré. Non, je voulais juste dire que l'autorité de la concurrence à Paris fait complètement partie de ce dialogue, parce que on est l'autorité de la concurrence métropolitaine, mais on est aussi l'autorité de concurrence des départements et régions d'outre-mer, enfin, y compris de Wallis d'ailleurs, mais aussi des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, et même, si j'ose dire, de la Corse, qui n'est pas un département ou une région d'outre-mer, mais qui a aussi une économie insulaire, donc il y a beaucoup à certains égards de similarités en termes de fonctionnement économique. Et puis par ailleurs, il y a des opérateurs qui sont présents effectivement des deux côtés. On a récemment coopéré sur une affaire d'abus de position dominante, alors qui est un peu pittoresque, hein, qui est le transport des chiens et des chats vers la Polynésie, qui a fait l'objet d'une sanction et où il y avait un abus de position dominante et où donc on a pu coopérer pour instruire ce dossier. Donc il y a un travail analytique, intellectuel commun, et puis il y a aussi des dossiers sur lesquels on peut échanger sur des dossiers particuliers. Aurélie, on est dans un bâtiment de la province sud. La province sud a des compétences économiques. Comment l'autorité s'inscrit dans ces strates et comment elle travaille avec la province et les provinces en général? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie a cette particularité d'avoir dans le domaine économique une organisation tout à fait spécifique, puisque en réalité la compétence dans le domaine économique appartient aux provinces, à chacune des provinces. Mais c'est elles qui mettent en œuvre les politiques économiques, c'est elles qui peuvent définir aussi, par exemple, un régime d'aide dans le secteur agricole ou dans le secteur aérien ou dans le secteur touristique. On a une situation où on peut avoir des barrières administratives, entre guillemets, ou réglementaires liées à des codes de chacune des provinces qui sont différents. Donc, potentiellement, des situations dans lesquelles, finalement, en Nouvelle-Calédonie, une entreprise calédonienne, en fonction de la province dans laquelle elle est, eh ben, aura des contraintes plus ou moins fortes ou différentes. Et ça, je pense que c'est une grosse charge sur le dos des entreprises. Et c'est surtout quand même une question clé pour savoir, finalement, est-ce qu'il est possible de conduire une politique publique dans le domaine de l'économie au niveau territorial? Est-ce qu'elle aura des effets dans chacune des provinces? Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça suppose forcément un consensus à un moment donné. Mais c'est vrai que ça, c'est une particularité
de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la Polynésie ou même aux autres territoires d'outre-mer qui peuvent freiner quand même les réformes structurelles quand il faut les mettre en œuvre. Et simplement juste un mot sur la coopération, au-delà du fait qu'en fait on s'aime tous beaucoup et qu'on adore travailler les uns avec les autres et échanger, on a quand même des dispositions dans le code de commerce de la Nouvelle-Calédonie qui nous permettent éventuellement de mener des enquêtes en commun ou de mener des enquêtes pour le compte de l'autorité de la concurrence de l'autorité de la concurrence métropolitaine, même pour le compte de la Commission européenne, figurez-vous, c'est assez étonnant. D'autant que le droit européen ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, c'est vous dire que parfois le texte pourrait être un petit peu nettoyé. Mais voilà les deux points sur lesquels je voulais apporter des précisions. Avant de passer aux acteurs économiques, j'aimerais poser une autre question à M. Corré, notamment concernant l'attractivité économique de la Nouvelle-Calédonie. On sent bien que pour motiver, pour améliorer la concurrence, il y a à la fois donc une autorité qui vient réguler, qui vient réglementer, qui vient punir, mais qu'il faut aussi attirer des acteurs économiques. Et cette question a été destinée à M. Digoué, mais vous, comment justement, est-ce qu'on peut faire passer l'outil réglementaire avant même d'aborder des questions plus macroéconomiques d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie? Bon, si vous me faites remplacer M. Mapou et M. Digoué, ça commence à faire beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question et qui pourrait s'appliquer n'importe où, qui pourrait s'appliquer à la France en général, qui est celle de l'articulation et de la cohérence entre la politique de la concurrence et les autres politiques économiques. Pour donner un exemple qui n'a rien à voir avec notre discussion d'aujourd'hui, si vous prenez le domaine du numérique, on voit bien que si on veut une politique de compétitivité, mais aussi de souveraineté face aux grands acteurs du numérique, il faut combiner des instruments de concurrence, des instruments de protection de la vie privée, de protection des données, des instruments de politique industrielle, on le voit sur les semi-conducteurs, sur un certain nombre de filières, des instruments de contrôle du cloud, et ainsi de suite. Et tout ça est fait par des gens différents. Et dans notre cas, à deux niveaux différents, qui sont le niveau communautaire, puisque certains de ces instruments sont à Bruxelles, et le niveau national. Donc c'est très compliqué, mais on le fait. On le fait. Et on invente même parfois des registres nouveaux, comme le Digital Market Act dont je parlais tout à l'heure, qui est un objet un peu hybride, quelque part, entre la politique de la concurrence et la régulation, et qu'on a inventé pour l'occasion. Donc il faut savoir le faire, et c'est pour ça que j'insistais beaucoup tout à l'heure sur la notion de confiance. Chacun est dans son rôle. Parfois, l'autorité de concurrence fait des choses que le gouvernement n'aime pas. Parfois, le gouvernement fait des choses que l'autorité de la concurrence n'aime pas, assez souvent même. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'empêche pas de se parler et de travailler ensemble. Donc, il faut cette approche intégrée. Ça me paraît évidemment d'autant plus important dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, où il y a, on n'est pas là pour en parler, mais il y a l'assise de tout ça doit être aussi une démarche politique, institutionnelle, c'est évident. Et donc, sans cette cohérence, l'autorité de la concurrence ne pourra pas faire grand-chose. Et ça ne doit pas l'empêcher non plus de travailler, c'est-à-dire on ne peut pas se cacher derrière ça pour dire on va attendre que vous ayez réglé les problèmes politiques, que vous sortiez une stratégie économique, une stratégie de réforme des secteurs productifs, une stratégie agricole, et puis à ce moment-là, on fera de la concurrence. Ça ne serait pas responsable. Alors, les acteurs économiques ont eu des réactions variées face à l'instauration de l'autorité de la concurrence. Certains ont soutenu, notamment les syndicats de salariés. Certains ont eu beaucoup de méfiance et ont eu une attitude d'attentisme face à l'autorité de la concurrence, notamment par crainte de lourdeurs administratives, parfois même d'instrumentalisation ou de manipulation, en tout cas des mythes ou des réalités. Et donc les acteurs économiques, quel bilan tirez-vous de l'action de l'autorité de la concurrence et dans son action de régulation, d'avis, et quelles recommandations soutenez-vous, mais vraiment
fortement, et quelles recommandations, quels avis, sur quels avis êtes-vous plus réservé? Alors, on va faire le tour des acteurs économiques. On commence par Monsieur Vernier, pardon. Si vous voulez. Alors, on se sent un peu déplacé, UFC Que Choisir là, puisque nous, en premier lieu, on a un observateur de la société calédonienne, du fait de nos adhérents. Pardon, excusez-moi. La protection des consommateurs, c'est la fin de la chaîne, une fois que les gens, nos adhérents et vous, puisque vous êtes tous des consommateurs, avez fait un acte de commerce, quel qu'il soit. Vous avez signé un contrat ou vous avez acheté des produits. Nous, on arrive en fin de chaîne, où là, on a des remontées des fois très bonnes et des fois très mauvaises, puisqu'on s'aperçoit aussi une chose, c'est que le monde du commerce ici appréhende très mal le code du commerce. Beaucoup de commerçants ne connaissent pas les réglementations. Et il n'y a pas que les commerçants d'ailleurs, ça peut être aussi des régies d'immeubles, des banques, des assureurs et compagnie. Donc on intervient, nous, toujours en fin de chaîne. On n'est pas là pour donner notre avis, puisqu'on est avant tout une association et on n'a aucune raison de se mettre contre qui que ce soit en premier lieu le gouvernement ou les politiques. On est totalement apolitique. Mais on a quand même des avis, on fait comme l'autorité de la concurrence, on a certains avis, on émet certains avis, et on fait un peu aussi ce que fait l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire on fait des enquêtes. Alors soit ce sont des enquêtes nationales qui viennent de la métropole, ou aussi nous on décide de faire des enquêtes. On en a fait une il y a quelque temps sur les auto-écoles. Et quand ces enquêtes prouvent qu'il y a une disparité de prix ou quelque chose comme ça, on s'adresse à l'autorité de la concurrence. C'est pour ça qu'il y a eu une saisie du FC auprès de l'autorité de la concurrence sur quelque chose qui nous paraissait pas normal. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est surtout axé sur la vie chère. Il ne faut pas se leurrer, c'est le mot d'ordre à l'heure actuelle. Les prix. C'est tout ce qu'on nous demande. Quand est-ce que vous allez intervenir ou qu'est-ce qu'on peut faire? À part subir, on ne peut que donner des avis ou peut-être avoir quelques idées. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure, on en a, soit elles sont, je dirais, reconnues. On est aussi intervenu parce qu'on le demande auprès du gouvernement pour donner certains de nos avis, ne serait-ce que par exemple sur la liste des produits à conseiller. On intervient aussi dans la presse lorsqu'on dénonce un certain nombre de pratiques que l'on trouve pas tellement logiques. Ça, c'est une des premières actions que l'on a. Et puis, on a aussi, je dirais, une idée sur le monde du commerce en général et de l'importation aussi, puisque l'autorité de la concurrence a fait une grande étude concernant, par exemple, les coûts portuaires, où là aussi, on s'est aperçu qu'en Calédonie, les coûts portuaires étaient exorbitants. Et on a aussi, nous, de notre côté, essayé de faire une petite enquête pour savoir comment fonctionnait. On s'est retrouvé avec les mêmes coûts et les mêmes résultats. Donc ça, on peut y dénoncer. On le fait soit par communiqué de presse ou ou lorsque l'on va voir un décideur, la plupart du temps au gouvernement, pour leur dire ce qui ne va pas. Est-ce que c'est suivi? Je ne pense pas. Donc, Monsieur Vernier, juste par rapport aux avis de la concurrence, vous, globalement, vous les suivez, vous les soutenez? Oui, bien, encore que nous, on souhaiterait que la concurrence ait beaucoup plus de pouvoir répressif. Ouais, c'est méchant ce que je vais dire, mais la DCRF fait du travail en France. J'aimerais bien que soit la DAE, soit l'autorité de la concurrence ait un volet répressif plus important. Quand il y a le martinet, les gens ont toujours peur. Comme on dit, on a peur du gendarme, donc on ne fait pas de bêtises. Et je crois que ce serait une bonne chose. Est-ce que Mimsi Délé veut rajouter quelque chose? Donc, quel secteur, selon le monde économique, a bien fait de faire partie des secteurs étudiés, et quel autre secteur pourrait faire partie de ces IN? Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le volet répressif, je rappelle quand même que le contrôle des prix, puisqu'on parle de la réglementation des prix, n'est pas de la compétence de l'autorité de la concurrence. Et en revanche, bien sûr, l'autorité de la concurrence, à sa création,
en 2018, un de ses principaux objectifs était de favoriser l'émergence d'une concurrence, et notamment dans le secteur de la grande distribution. Et de ce point de vue-là, on peut considérer qu'en effet, il y a eu un développement exponentiel du nombre d'enseignes en Nouvelle-Calédonie, très peu de limitations en tout cas du nombre d'ouvertures. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un marché de 270 000 habitants avec un tissu en termes de distribution qui s'est considérablement élargi. Pour autant, a-t-on constaté une baisse des prix? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, la réponse, je vous la donne, est non, ou en tout cas pas suffisamment, d'après ce qu'on peut entendre. Une fois qu'on a dit ça, la question que nous, on se pose en tant qu'acteurs économiques, c'est quelle volonté en effet politique et quelle orientation stratégique est-ce qu'on donne à un outil aussi performant que celui de l'autorité de la concurrence? Moi, je ne remets pas du tout en question son utilité. Au contraire, son indépendance est une véritable force. Mais aujourd'hui, la question que nous, on se pose, acteurs économiques, surtout quand on est soumis à des contraintes, parfois à un système qui est répressif sur un certain nombre de pratiques, c'est finalement pourquoi et vers quels objectifs économiques généraux. Et ça, c'est ça qui nous manque. Et d'ailleurs, l'absence aujourd'hui, à part Françoise, bien évidemment, du monde politique est notable, parce que c'est des questions qui, la plupart, sont orientées vers eux. Je prends un exemple en particulier sur le volet répressif de l'autorité de la concurrence, qui est celui, par exemple, qui sanctionne les délais de paiement. Les délais de paiement, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, l'ensemble du monde économique s'est mobilisé pour expliquer les difficultés qu'il avait à respecter les délais de paiement tels qu'ils sont établis par le législateur. Des recommandations ont été faites, n'ont jamais été suivies des faits. Et pour autant, on est sanctionné pour ça. Alors même que le législateur pourrait s'emparer des recommandations du monde économique, mais là on parle des acteurs même entre eux, hein, je ne parle pas des délais de paiement, évidemment on parle d'entreprises versus d'autres entreprises, donc là tout le monde est dans le consensus de dire que les règles actuelles sont difficilement respectables. Elles le sont encore plus parce que les plus mauvais payeurs sont les collectivités publiques. Et on se retrouve avec, dans un certain nombre de cas, sanctionnés par l'autorité de la concurrence. On ne comprend pas. Et la réponse qui nous est apportée, elle est entendable, mais c'est la loi. Et on ne fait que l'appliquer. Donc oui, il nous semble aujourd'hui qu'il est urgent que le maillon manquant, aujourd'hui en l'occurrence, mais voilà, c'est une illustration assez frappante, s'exprime sur les objectifs quelque part, tout en maintenant évidemment la qualité d'indépendance de l'autorité qui doit être maintenue si on veut éviter les risques de polémique sur l'instrumentalisation éventuelle du dispositif. Mais pour autant, je pense qu'il faut que, en termes de politique économique, on voit, il y a des avis de grande qualité qui sont rendus sur un certain nombre de secteurs. On l'a vu, aucun, quasiment, n'ont été suivis des faits. En effet, on peut ajouter des contraintes aux entreprises, des contraintes qui sont lourdes, sous l'ouverture, par exemple, de nouvelles surfaces, sur les concentrations, c'est des contraintes administratives importantes. Mais à un moment donné, si les avis qui sont rendus, à la fois sectoriels, qui viennent participer à la construction de l'échelle des prix, ne sont pas mis en application, on ne peut pas tout nous demander. C'est-à-dire, et donc il y a ce côté un petit peu compliqué sur l'acceptation aujourd'hui du dispositif, parce que un manque de visibilité, un manque de concertation avec notamment le politique sur l'intérêt de faire tout ça. Donc on se plie, mais on se plie avec de plus en plus de difficultés en réalité, et je pense que ça n'est pas bon signe. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut dire, bon, bah, on va rien faire, mais je pense sincèrement qu'il devient urgent que ce débat ait lieu avec toutes les parties prenantes, parce que sinon on va mal utiliser cet outil que je trouve à titre personnel formidable. Il y a donc deux points qui méritent une réaction des autorités de la concurrence. Est-ce que trop de concurrence tue la concurrence, hein, et notamment avec des gros acteurs qui sont beaucoup plus structurés, hein, que des acteurs calédoniens qui sont en train de se structurer. Et le deuxième point, est-ce que justement le système de la concurrence vaut dans un système où tout le monde joue son rôle, notamment les banques qui accompagnent correctement les entreprises en difficulté, notamment le politique, etc. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces points donc, qui sont soulevés par Madame Delay? Alors, je dirais que les questions ont été quand même pas mal abordées ce matin aussi, notamment sur l'éventuelle lourdeur ou pas des procédures de notification en matière de concentration, ou sur la question des délais de paiement, faut-il les allonger, pas les allonger.
Pour résumer, en matière de concentration, ce n'est pas la lourdeur administrative qui pose un problème, c'est le coût d'éventuelles études de marché ou d'accompagnement de conseils juridiques pour essayer de monter des dossiers. Et c'est aussi pour ça que le bureau de l'autorité de la concurrence qui a été créé en 2020 fait beaucoup d'efforts aussi pour accompagner les entreprises très en amont. On a des procédures de pré-notification. On essaye aussi, nous, autorités, de construire des décisions qui sont toujours construites exactement de la même manière pour que les entreprises s'y retrouvent sur la définition des marchés, la manière dont l'analyse concurrentielle est opérée, les parts de marché qu'il peut y avoir, notamment dans la distribution en matière commerciale, mais pas que. Et justement, pour réduire la nécessité éventuelle d'avoir besoin d'un opérateur extérieur, ou en tout cas réduire les coûts d'information. Après, comme je crois que c'était notre collègue de l'autorité polynésienne le disait ce matin, quand une entreprise se lance dans une ouverture de commerce de détail, alors qu'il y en a déjà 5 ou 6 dans la zone, bah, je veux dire, elle prend son risque. Elle prend son risque pour, sur le seul plan, entre guillemets, du coût administratif de la notification, mais je ne pense pas que ce soit majeur par rapport à son investissement. Elle prend surtout son risque par rapport à la concurrence qu'il y a déjà dans le secteur. Et alors, l'autorité de la concurrence, elle n'est pas là pour dire il y a assez ou il n'y a pas assez de concurrence. Elle est là pour dire quand il y a une opération, est-ce qu'il y a un risque de création de position dominante ou de renforcement d'un pouvoir de marché. Faut être clair, plus il y a de nouveaux entrants, moins il y a de risques. Après, c'est le jeu du marché, il y a ceux qui vont survivre et il y a ceux qui vont disparaître. Donc, de mon point de vue, je crois qu'il ne faut pas confondre le rôle de l'autorité de la concurrence du fonctionnement plus ou moins efficace des marchés. C'est chaque opérateur économique qui doit savoir s'il prend son risque ou pas de rentrer sur le marché. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Mimsi sur l'élargissement du tissu commercial dans la distribution alimentaire, dans l'ameublement, dans la décoration. On voit vraiment un énorme choix aujourd'hui. Alors certes, on ne voit peut-être pas l'effet tout de suite sur les prix, encore que, hein, dans certains secteurs, si on reprend l'ameublement, regardez les stats de Isée, les prix baissent, hein, c'est très clair. Mais en tout cas, le choix s'est diversifié. Et la politique de la concurrence, c'est quoi? C'est favoriser le choix, favoriser la baisse des prix, favoriser l'innovation. Donc, de ce point de vue-là, on atteint peut-être un des objectifs, peut-être pas tous. Voilà globalement ce que je voulais dire. Tony, le commentaire de l'intersyndicale sur le bilan de l'autorité de la concurrence. Oui, déjà, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas vu ce matin. Déjà, nous, en 2012, on crée donc l'intersyndicale vie chère. Donc, pour bien montrer notre positionnement, c'était contre la vie chère. Hein. Et après avoir organisé des manifestations, des grèves, on a obtenu donc en 2012 des accords économiques et sociaux qu'on a signés avec les différents groupes politiques du Congrès. Hein. Et dans ces accords, donc, on avait fait inscrire donc, la loi antitrust et donc la mise en place d'une autorité indépendante de la concurrence. Indépendante, j'insiste là-dessus. Puisqu'on sait très bien qu'en Calédonie, le gros souci qu'on rencontre depuis toujours, il faut se dire les choses, hein, c'est que politique et économie n'ont pas toujours fait bon ménage. Ou même trop de lobbies qui font que les choses étaient compliquées et sont toujours compliquées. Donc du coup, on a bien sûr favorisé la mise en place de cette autorité. Après, j'ai oublié, j'aurais dû commencer par ça. Nous, on est un peu surpris et un peu choqués de l'absence du gouvernement, hein. L'absence totale du gouvernement collégial, hein. Je tiens à le dire. Hein. Là, on est plus que surpris. Hein. Donc voilà. Ensuite, sur le bilan par lui-même, déjà sur les relations qu'on a eues avec Aurélie et son équipe, elles ont été bonnes. Hein. Elles ont été indépendantes, mais elles ont été bonnes. Hein. À chaque fois qu'on a eu besoin, notamment on l'a cité lors de la mise en place de la TGC, sur différentes mesures pour contrer l'inflation. À chaque fois, la porte était ouverte. On a pu échanger, hein. On a été sollicité aussi pour rendre nous aussi des avis. Hein. Donc quand on fait le bilan de ces avis et ces recommandations, c'est mitigé, puisque par rapport au travail qui a été fait, parce que le travail par lui-même il a été par moments même phénoménal, hein, parce qu'on sait la difficulté, hein, à recueillir tous ces avis.
mais certains nous ont interpellés. Hein, je vais prendre deux exemples. C'est le riz. Là, le riz, pour nous, on ne comprend toujours pas. Qu'en 2022, on est toujours donc un opérateur de riz qui soit protégé. Hein, alors que ce riz, il n'est pas produit localement, il est transformé. Hein, ça fait 40 ans que ça dure. Hein. Donc l'autorité de la concurrence a fait que relever ce que nous, on dénonce depuis des années. Hein. Donc parmi les recommandations sur le riz, celle-là n'a pas été retenue. Et alors qu'on a noté qu'à Tahiti, de mémoire en 2015 ou 2016, eux ont réglé le problème puisqu'ils ont mis fin à la réglementation, ce qui a ouvert la porte à d'autres opérateurs et ce qui a favorisé donc après les prix et aussi le choix pour le consommateur. En matière de prix, en plus sur le riz, on le sait tous, hein, non seulement on a un opérateur, mais les prix ne sont pas forcément en adéquation avec les attentes des consommateurs. Et il est réglementé. Donc voilà. Après, c'est d'actualité sur l'essence et le gasoil. Là aussi, on est toujours surpris. Hein, on a trois opérateurs, trois pétroliers qui, avec des prix réglementés, avec un prix plafond. Mais là aussi, depuis toujours, on s'aligne systématiquement sur le prix plafond, sur le prix maximum, ce qui n'est pas normal. La concurrence est totalement inexistante. Hein. Donc, on a du mal là aussi à comprendre pourquoi donc, le politique ne s'est pas saisi, donc, une fois pour toutes, de cette problématique. Il y a des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites, des avis qui n'ont pas été suivis, ce qui est dommage. Hein. Le point important pour nous, puisque notre combat depuis toujours, c'est la vie chère, ça a été donc sur la structure des prix. Forcément, en 2020, on attendait donc ce rapport depuis longtemps, et puis il est plus qu'intéressant, il est édifiant, hein, il part du bout de la chaîne jusqu'à la fin, quoi, hein. Et là aussi, on attend que nos politiques s'approprient ce rapport, hein, ça aurait dû être fait. Hein. Et depuis, bien sûr, on a été tous rattrapés par l'inflation. Hein. Mais comme j'ai dit ce matin, la vie chère, la hausse des prix, elle n'est pas consécutive au Covid-19 ou la guerre en Ukraine. Hein. C'est depuis toujours, non, hein. Donc voilà, ça je tenais à le dire. Ensuite, on verra la suite maintenant. Les sanctions, on les avait réclamées lors du dernier colloque il y a 2 ans, je crois, Aurélien. Voilà, parce que la première étape, c'était donc la mise en place dont des sanctions ont été prises, qui peut-être, oui, j'entends bien ce que dit Mimsi, hein, peut-être peuvent être améliorées en termes de délai. Hein. Il faut voir après ce que ça donne au niveau juridique. Hein. Mais donc voilà, nous, le bilan, il est que l'autorité, elle joue son rôle pleinement. Elle a fait le boulot, mais encore une fois, nous, on est déçus par l'attitude donc du politique, hein, à ce niveau-là, quoi. Il aurait dû être beaucoup plus présent, des échanges ont sûrement eu lieu, mais quand il a fallu prendre des décisions courageuses, donc ça n'a pas été le cas. Donc voilà ma première réaction par rapport à cela. Merci pour cette transition. François Suvet, vous avez le rôle difficile de représenter la classe politique. Qu'est-ce que vous répondez à cet appel ? Oui, j'entends bien tout ce qui a été dit et j'ai un regard très froid sur le rôle d'un politique. Alors vous posez 1001 questions, les réponses sont, je dirais, presque basiques. Au Congrès, et je vais parler pour le Congrès, d'abord, les 2/3 pratiquement des élus sont nouveaux. Ils ont été élus en 2019 et effectivement, ils n'ont aucune expérience, bien souvent, je dirais, du rôle d'un politique. Ce ne sont pas forcément des experts. Et alors, quand vous avez en plus des textes, des projets de loi, des projets de délibération qui arrivent sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent absolument pas, je peux vous assurer que c'est un casse-tête. C'est un casse-tête.
Parce que alors là, quand vous avez toute la litanie de consultations en amont qui ont été faites, le CESE, le Sénat coutumier, l'autorité de la concurrence et les autres, et on doit se palucher. Là, je vous le dis parce que ça a été mon expérience, hein, je le dis encore un petit peu aujourd'hui sur certains sujets. Et bien quand on doit compulser tout ça, aller avoir du discernement, je dirais, au milieu de tous ces documents. Et en plus, ces documents, vous vous dites, mais je ne peux pas les zapper parce que c'est important, parce qu'il y a des recommandations, notamment de l'autorité de la concurrence, parce que le Sénat coutumier dit ça, parce que le CESE dit ça, et alors vous avez ceux qui sont d'accord, pas d'accord, avec des positions complètement différentes. Et souvent, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre à un moment donné autour de la table sur ce sujet? Parce que c'est vrai, ce qui est technique passe, c'est facile, hein, c'est facile, en général, ce sont des projets de délibération, donc ça passe. Et quand il s'agit de choix de société, là où effectivement on ne peut pas prendre des décisions simplement comme ça en un mois ou en 2 mois, parce que les textes nous arrivent en général une semaine voire 10 jours avant, et qu'on les découvre au dernier moment, c'est franchement pas simple. Alors si j'ai des points d'amélioration à proposer, d'abord c'est la formation des élus. Désolée, mais quand ils arrivent, ils ne sont pas formés du tout. Alors, je me bats sur le sujet parce que je suis présidente de la Fédération calédonienne des entreprises publiques locales de toutes les sociétés d'économie mixte. Il y en a 26 qui ont adhéré, qui font partie de cette fédération sur les 27. Et la première chose que j'ai faite en arrivant à la tête de cette fédération, ça a été de poser avec la Fédération nationale une formation de nos élus. Parce que quand ils arrivent, effectivement, ils ont des outils fabuleux comme l'autorité de la concurrence, mais ils ne savent absolument pas tenir leur rôle, connaître leurs limites et gérer la force de proposition qu'ils peuvent apporter politiquement pour faire évoluer en tout cas l'économie mixte en Nouvelle-Calédonie. Donc je dirais il faut d'abord former nos élus. Il faudrait qu'à chaque début de mandat, qu'il y ait une formation obligatoire de nos élus sur nos principaux outils et notamment sur l'autorité de la concurrence. Alors moi j'ai découvert l'autorité de la concurrence parce que j'ai été rapporteur d'un projet de loi de pays, notamment qui modifiait certaines dispositions du Code du commerce, mais qui a reçu une motion préjudicielle parce qu'il fallait faire bouger les choses. Alors évidemment, j'étais furieuse, mais bon, on apprend en marchant. Donc il faut former. Ensuite, les avis, quand ils sont rendus, je pense que ça mérite qu'il y ait une séance d'explication aux élus sur effectivement les avis qui sont rendus, et notamment ceux de l'autorité de la concurrence. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné rendre les avis, oui, mais à un moment donné aussi expliquer aux élus ce qu'il y a dans ces avis et ce qu'il y a dans les recommandations. C'est important. Ensuite, il y a je pense, un autre point d'amélioration aussi, c'est qu'il faut à chaque fois avoir cette analyse prospective aussi. C'est-à-dire que c'est bien parce que... Et alors pourquoi il faut expliquer? Parce c'est nous qui allons décider. Et donc nos choix, à un moment donné, il faut qu'on les assume. Parce que quand on sort, on nous attend. Et en fait, il faut qu'on réponde. Et alors, il n'y a rien de pire quand vous n'avez pas la réponse pour un élu. Je veux dire, c'est la totale inconnue pour lui. Donc, il faut faire ce travail d'explication, d'information. Et ensuite, il faut accompagner l'élu dans l'avancement, je dirais, de l'application du texte. À un moment donné, il faut qu'il y ait cette évaluation prospective. C'est où on en est, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment on rectifie le tir. Parce qu'un texte, je veux dire, une loi de pays, elle n'est pas figée. Alors souvent, on entend, ouais, c'est un travail énormissime, etc. Mais non, quand il y a la volonté, franchement, on peut le faire. Simplement, il faut argumenter. Et ça, aujourd'hui, on ne fait pas ce travail. Et ça mérite vraiment. Et quand il y a des sujets, enfin, quand il y a des saisines sur des sujets, n'hésitez pas non plus à dire qu'il faut absolument travailler dans le cadre d'une démarche globale, en mode projet, et que ça ne peut aboutir et que ça ne peut être qu'efficace si tout le monde, tous les acteurs sont autour de la table, avec les élus. C'est important. Et ensuite, n'acceptez pas lorsque les élus sont absents, parce que ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre. C'est-à-dire que vous pouvez organiser effectivement des réunions, etc. Il faut que les principaux élus soient là. Alors, je rebondis effectivement à M. Dupré. Effectivement, je comprends votre frustration.
En tout cas, voilà moi les propositions d'amélioration que je ferai, mais informer, expliquer, réexpliquer s'il faut, mais quand les élus prennent des décisions, eh ben, il faut que ce soit en toute connaissance de cause. Parce qu'après, il va falloir assumer. Mais c'est vrai, les choix de société, à un moment donné, il faut dire, c'est pas possible. On va rendre cet avis, mais ça nécessite qu'il y ait tout le monde. Alors après, c'est vrai que j'ai une petite demande, mais ça, c'est ma fibre environnementale. Vous parlez de l'impact souvent financier ou économique. De grâce, n'oubliez pas l'impact social et environnemental. C'est important. Et aujourd'hui, les élus sont extrêmement sensibles à cela. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour prendre une ou deux questions dans la salle. Monsieur ? Et ensuite, monsieur là-bas. Déjà, je vais remercier et féliciter le travail de l'autorité de la concurrence. En tant qu'acteur économique, on avait besoin d'avoir ces explications. En Calédonie, il y a beaucoup de non-dits ou d'idées. C'est bien des fois d'avoir des gens qui techniquement, factuellement, donnent des informations. Donc, merci à eux. Effectivement, on remercie aussi beaucoup Madame Suvet pour son courage et sa présence, qui malheureusement ne va pas masquer le manque d'implication ou de présence de l'autre sphère politique. Et ça, c'est un vrai problème, je pense, pour l'intérêt général. Et en plus, je dirais, votre explication là me fait encore plus peur. Parce que, honnêtement, quand on va dire des gens politiques, mais en tout cas, c'est super honnête et merci beaucoup pour votre explication, vraiment. Mais je pense pas que quelqu'un ait voté pour un homme politique pour sa technicité. On espère plutôt l'avoir élu pour sa vision, qu'on espère partager en partie. Et si ces gens-là ne sont pas capables de transmettre leur vision ou de la faire appliquer, ça devient très compliqué. Du coup, après, j'entends un problème d'organisation des textes, etc. Mais bon, franchement, on est devant des enjeux. Qui vont faire 10-15 jours pour un texte, il faut plus. Pour moi, c'est pas une question. Donc, encore, c'est personnel. Donc, moi, je pense qu'on a besoin d'un technicien, on veut dire qu'on a des visions, et qui nous les livrent. Ensuite, je vais rebondir sur un thème qui a été évoqué, qui est pour moi important par rapport à la concurrence, c'est l'équité. Alors, l'équité pas forcément entre les petits et les gros, mais pour la Calédonie, ça peut être entre l'intérieur et l'extérieur du pays. Et j'en profite, je remercie aussi ceux qui représentent les consommateurs d'être là, parce que je pense que ce soit les hommes politiques, ou nous les citoyens, ou les entrepreneurs, que je représente en partie, et je vous l'ai qui après, on a besoin peut-être de plus de pédagogie. Donc moi, je représente une société qui est grossiste informatique. On est présent sur les dom-tom et l'Afrique francophone. Moi, je m'occupe de peu de la Calédonie. Et je vous prends un exemple, par exemple, le e-commerce international. On a tous une expérience de e-commerce international. Je trouve ça très bien de pouvoir acheter un ordinateur, par exemple, exactement le même sur un site de e-commerce français qui va nous livrer en chronopost rapidement, tant pis pour l'impact environnemental, pour beaucoup moins cher forcément que la personne en bas de chez nous. Mais il faut aussi peut-être avoir plus de pédagogie sur ce que ça implique. Ça implique que le prix est plus bas parce qu'effectivement on a des gros acteurs européens ou français qui vont faire des toutes petites marges parce qu'ils n'ont pas besoin de cette vente. On va avoir des gens qui sont capables de faire du fret à perte parce que la Calédonie c'est 0,001% de leur fret. Donc ils vont mettre le même prix que pour la Corse et puis bon voilà quoi, c'est pas bien grave. On a des gens qui du coup n'ont pas d'obligation légale, ne serait-ce que par rapport au service après-vente. On a peut-être aussi certains été confrontés à ça. On n'achète pas cher, mais on n'a pas le service après-vente derrière. Et puis on a surtout, et je pense que c'est le pire, en tant que consommateur on est content, mais après il faut voir plus loin que peut-être cet acte-là, il n'y a aucune contrepartie pour l'économie locale. Je veux dire, il n'y a pas d'emploi local, il y a peu de services, il n'y a encore pas d'impôt ou de patente pour cette société de l'extérieur qui a vendu ici en Calédonie. Donc c'est un bon outil pour certains adultes, c'est très bien pour notre portefeuille direct, mais prix de la vision globale. Donc voilà, et je pense que tout ça c'est effectivement un débat de société qu'il faudrait qu'on ait tous entre nous, et puis trouver le moyen de forcer les hommes politiques qui nous représentent à participer à la discussion, voire à assumer certaines décisions. Voilà, je vous remercie. Merci pour ce point, quelqu'un veut répondre? Et après ça sera une question tout au bout. Oui, vous avez raison. Je vais vous donner un exemple d'importation de... C'est trop vrai. Je
vais vous donner un exemple d'importation de produits. Il y a beaucoup de particuliers qui achètent des produits sur Internet. Certes, le prix est moins cher, mais ils ont du coût de transport et des taxes. Or, quand vous êtes importateur ou grossiste, vous importez en plus grosse quantité, donc vous avez des prix qui sont plus intéressants. Vous l'importez peut-être pas du même pays avec des taxes qui sont moins importantes à l'importation. Et nous, on s'aperçoit, parce que les clients viennent nous voir, ils adhèrent et ils nous disent j'aurais bien fait d'acheter ici parce que je l'ai payé exactement le même prix que si je l'avais acheté sur un grand site, parce que j'ai payé tant de francs de port, de taxes, de TGC et compagnie. Donc il faut que les consommateurs soient un peu adultes, qu'ils réfléchissent, qu'ils calculent, parce qu'on s'aperçoit, pas toujours, mais dans certains cas, qu'il vaut peut-être mieux acheter localement et avoir les services qui vont avec, que d'importer, que d'acheter directement sur des sites extérieurs. Bonjour. Voilà, je voulais simplement rebondir par rapport à l'observation de Mme Suvet concernant la formation des élus. Vous savez, moi j'en prends acte. C'est vrai que, et non pas seulement la formation, c'est aussi les mentalités. Parce qu'on dirait qu'on est dans un archaïsme obsolète qui cloisonne les gens par rapport à... Tout à l'heure, on donne l'exemple de la Polynésie française. Et c'est vrai qu'à Calédonie, je reviens un peu à l'image que l'avocat a donnée ce matin par rapport au code de la route. C'est vrai qu'en Calédonie, chacun interprète les différents panneaux du code de la route. C'est pour ça qu'à un moment donné, voilà, les décisions sont prises plus ou moins dans des délais qui ne sont pas impartis. Et tout ça, ça impacte justement je dirais le travail. Le travail, je dis, des gens qui travaillent avec un militantisme par exemple, pour sortir la Calédonie dans tous les domaines, en ce qui concerne le domaine de la concurrence, dans tous les domaines, au niveau du transport, voilà, au niveau du social, parce qu'il y a beaucoup de trucs à en parler en Calédonie. C'est vrai, moi je profite aujourd'hui de cette opportunité pour, moi en tant que sénateur, vous voyez que voilà, simplement pour rebondir, mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et aujourd'hui, on a besoin d'une intelligentsia pour pouvoir avancer. Voilà, merci beaucoup. Vous avez posé une question tout à l'heure sur la concurrence tue la concurrence, et je ne crois pas qu'on a très bien répondu à la question, ou du moins qu'elle était incomplète, la réponse. La concurrence tue la concurrence, c'est une image, je crois, de Proudhon de mémoire qui est très lointaine. Et on a aussi des économies Schumpeter qui parlaient de la destruction créatrice. Donc pour une autorité de la concurrence, le fait qu'il y ait un monopole, ce n'est pas forcément un problème. Ce qui compte, il faut que le public le sache, c'est que le marché soit contestable. Et c'est ça qui pose problème. Par exemple, on a un exemple en Europe, Google, quand la commission intervient au départ et que l'autorité de la concurrence embraye le pas, le problème, ce n'est pas que Google soit un monopole, c'est que son monopole devient incontestable et qu'il a créé des barrières artificielles et que la masse de données, qui est essentielle pour les algorithmes, un concurrent ne peut pas rentrer sur le marché. Donc là, nous, l'autorité de concurrence, notre travail, c'est de faire en sorte que les marchés soient contestables. Si le monopole est issu d'une concurrence par les mérites, parce que le produit est bon, le service est efficace, et que les autres n'arrivent pas à être aussi efficaces que le concurrent, ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? On peut crier, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de crier. Oui. Alors moi, ce qui me concerne surtout, c'est le prix des produits alimentaires, parce que je considère que beaucoup de gens sont pénalisés, les classes défavorisées sont pénalisées par le niveau des prix alimentaires. Ce qui a retenu un peu mon attention, c'est la réflexion de Mme Delay qui disait que
la concurrence tue la concurrence, ou que la multiplication des enseignes n'avait pas eu d'effet sur le prix des produits. J'ai remarqué aussi la remarque de monsieur le président de l'autorité de la concurrence nationale, qui nous disait que l'évolution des prix se faisait forcément sur le long terme. Pas forcément, puisqu'on a pu constater qu'il y a quelque temps, avec l'introduction de la TGC, les prix alimentaires ont diminué d'une façon assez conséquente. Alors, ma question s'adresse à Madame la Présidente de l'Autorité de la concurrence locale. C'est une question qui ne porte pas vraiment sur la recommandation, qui est plutôt sur l'économie en général. Vous avez évoqué de manière très succincte les modifications de la structure économique locale qui avait du mal à aboutir. J'aimerais que vous développiez un peu cet aspect, au niveau notamment des prix de l'alimentation, et que vous nous disiez pourquoi, à votre avis, la multiplication des enseignes de la grande distribution n'a pas d'effet sur les prix, notamment alimentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, quelles mesures structurelles pour faire baisser les prix des produits de grande consommation en Nouvelle-Calédonie? Il y a plusieurs leviers. Ça suppose de faire des choix politiques quand même. En réalité, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut se fixer comme choix la baisse des prix à tout prix, d'une certaine manière? Alors là, il y a des solutions. La solution numéro 1, c'est peut-être de supprimer l'ensemble des barrières réglementaires et administratives qui bloquent la concurrence, notamment au niveau entre l'import et le local, mais aussi au niveau local parce que vous avez des monopoles légaux d'importation et de distribution de la viande, par exemple, des pommes de terre. Vous avez également des situations de marché dans les produits de grande consommation qui font que l'essentiel de l'approvisionnement vient de métropole parce qu'en fait, les taxes douanières sont à zéro pour les droits de douane, puisqu'il s'agit de l'Union européenne et qu'il y a un accord entre la Nouvelle-Calédonie, enfin la France, Nouvelle-Calédonie, PTOM et l'Union européenne pour être exonérés de droits de douane au sein du marché, entre guillemets, européen. Mais du coup, il faut les importer depuis 20 000 km, ces produits. Il faut les transporter sur 20 000 km. Il faut payer une dizaine d'intermédiaires parce que c'est la règle. On l'a vraiment détaillé point par point dans l'avis qu'on a rendu sur la structure des prix. Et nous, on pense que dans les axes d'amélioration et de baisse des prix, il pourrait y avoir davantage de partenariats commerciaux dans la zone Pacifique. Alors, tout à l'heure, mon collègue polynésien parlait d'un éventuel marché commun avec la Polynésie, mais il y a la Polynésie et il y a d'autres acteurs plus ou moins grands, les îles, l'arc Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, bien sûr, en particulier sur les fruits et légumes, et des questions ensuite qui se posent plus sur les normes sanitaires, les contreparties qu'il peut y avoir entre la Nouvelle-Calédonie et ces territoires-là, et qui font que ces discussions ont beaucoup de mal à avancer. Vous m'avez aussi demandé pourquoi, alors dans les mesures structurelles, il y a aussi une mesure qu'on porte depuis le départ à l'autorité de la concurrence, qui est de supprimer l'interdiction de revente à perte vis-à-vis des consommateurs. On pense que si la grande distribution veut revendre à perte, eh ben, c'est son problème. En tout cas, ça bénéficiera aux consommateurs. En tout cas, quand on est dans la relation B2C, c'est-à-dire entreprise vers le consommateur. On a aussi demandé à ce que l'arsenal juridique soit renforcé pour pouvoir sanctionner des refus de vente injustifiés. On a des pratiques en Nouvelle-Calédonie hyper régulières de producteurs locaux qui s'entendent en réalité avec des grossistes locaux pour que chacun ait sa marque et puis qu'il n'y ait pas de concurrence intermarque parce qu'on met chaque grossiste en monopole sur une marque. Bon, donc ça, c'est des sujets qu'on va sanctionner. On a déjà commencé et on va continuer. On a des entreprises qui se mettent aussi en conformité d'elles-mêmes. Hein. On a eu un exemple assez récemment
notamment avec la société Périgourdine, pour permettre des approvisionnements directs. Et quand on évite de passer par un intermédiaire, on gagne forcément, d'un côté ou de l'autre, une baisse de prix. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi la multiplication des enseignes n'a pas d'effet, alors je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier facteur, c'est que je suis un opérateur, je rentre sur un marché. Quel est mon intérêt à baisser le prix si les gens vont acheter mes produits à ce prix-là? Et on a un problème en Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il faut quand même se le dire, d'inégalité de revenus majeure, avec 20% de la population qui a 80% du pouvoir d'achat. Et ça, quand on est opérateur économique, on veut vendre au plus cher, et tant qu'on arrive à vendre, c'est tant mieux. Et il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Il y a, premièrement, évidemment, la question de l'indexation. Est-ce que son niveau est raisonnable? Est-ce que c'est cohérent avec les objectifs que se fixe le territoire? Il y a la question de la défiscalisation et le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucun encadrement des aides publiques accordées aux entreprises. Donc moi, quand je vois qu'on a une défiscalisation nationale ou une défiscalisation locale qui va aller à l'opérateur dominant pour abaisser ses charges, très bien. Mais si c'est pour renforcer sa puissance d'achat ou son pouvoir de marché au détriment des petits qui, eux, n'ont pas fait cette démarche pour avoir de la défiscalisation, c'est un problème. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'encadrement d'aide publique, ou en tout cas pas d'impact sur la concurrence de ces aides, est nécessairement une distorsion de concurrence, et généralement c'est sur les petits que ça pèse. Et un troisième élément aussi, c'est que la Nouvelle-Calédonie manque cruellement de droit de la protection des consommateurs. On est dans une situation où on a une délibération de 2004 qui a quelques dispositions en faveur de la protection des consommateurs, qui suppose que la DAE fasse des contrôles, mais elle n'a pas de pouvoir de sanction administrative, il faut passer par le procureur. Alors vous pensez bien que le procureur de la République, l'atteinte à la consommation, c'est peut-être pas sa priorité numéro 1. Et donc là aussi, ça fait au moins 3 ans qu'on réclame que les pouvoirs de la DAE en matière de protection des consommateurs soient nettement renforcés et soient des pouvoirs avec des sanctions administratives. Se pose aussi la question de savoir si la DAE a toute sa marge de manœuvre pour appliquer ou pas d'éventuelles sanctions. Prenons l'exemple des pompes funèbres. Ce sujet a été apporté par le Sénat coutumier, qui avait saisi l'autorité de la concurrence. Nous-mêmes, on avait demandé du coup à la direction des affaires économiques d'aller faire une enquête pour voir comment tout ça fonctionnait. Bon, le rapport de la DAE, il est édifiant sur l'absence totale de respect des quelques dispositions de protection du consommateur qu'il y a dans la délibération de 2004. Et ça s'est traduit par des rappels à l'ordre parce qu'on était en période de Covid et parce qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Nous, on n'a pas choisi cette option-là. On considère que quand il y a des opérateurs qui ne respectent pas la règle, il faut les sanctionner parce que derrière, c'est toute la société qui est pénalisée. Donc, des mesures structurelles, il y en a. On a parlé du secteur des produits de grande consommation, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont concernés. On pourrait en reparler avec les représentants des entreprises, mais la protection d'une production locale au nom de l'emploi local, elle est très intéressante quand il y a de l'emploi local. Voilà. Oui, non, juste pour compléter sur la concurrence et son impact sur les prix, parce que je ne voudrais pas que mon propos soit mal compris. On ne peut pas se focaliser, mon propos était de dire qu'on ne peut pas se focaliser sur le niveau de concurrence qui existe en Nouvelle-Calédonie dans le secteur de la distribution comme seul moteur d'une baisse. Voilà, je voulais juste répondre à ça parce qu'aujourd'hui, sincèrement, on bénéficie en Nouvelle-Calédonie d'un tissu concurrentiel au niveau distribution qui est très important. Aurélie a fait des remarques qui sont justes. Donc la question, c'est plutôt de s'intéresser à cette structure des prix et qu'est-ce qui fait que les prix sont chers en Nouvelle-Calédonie et comment l'autorité de la concurrence peut nous aider. Comment est-ce qu'on arrive à analyser la compétitivité des entreprises.
que ce soit sur le prix du fret, le prix des assurances, le prix de l'énergie, le prix du secteur du numérique et de l'OPT, tout ce qui vient renchérir la charge finalement de l'entreprise et qui contribue d'une certaine façon au maintien de prix élevés sur notre territoire. Et je dis juste que au niveau concurrence, si c'est juste, et je ne veux pas qu'on se focalise uniquement sur le nombre de points de vente du territoire, parce que ce n'est pas ça le problème. Les entreprises, elles ont fait le job, les investisseurs là-dessus l'ont fait. On a un maillage concurrentiel au niveau de la distribution qui est dynamique, mais aujourd'hui, il faut s'adresser à d'autres sujets. Et moi, je pense qu'on pourrait demander officiellement à ce que quand il y a un avis qui est demandé par le gouvernement, mais tout simplement, il y a une réponse. Parce que comme ça, on va commencer à objectiver un tout petit peu les politiques publiques. Parce qu'à partir du moment où on réclame un avis, on entendait tout à l'heure que l'essentiel des travaux de l'autorité de la concurrence, ce sont des sollicitations publiques. Mais à un moment donné, je suis désolée, mais là je parle en termes de centre de coût. Vous représentez un coût, chère Aurélie, tout à fait. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait demander quelque part une réponse aux avis qui sont formulés, une objectivation des décisions qui sont prises par l'autorité publique. Et moi, je le demande officiellement aujourd'hui. Non, moi, je peux peut-être conclure en tant que... Vous savez, il y a ces émissions de télévision où il y a un grand témoin qui vient à la fin pour dire un peu ce qu'il retire du débat, parce que moi, je suis pas là pour porter des jugements sur l'économie calédonienne, j'ai pas compétence pour ça, mais je suis très frappé par au-delà du détail, par la similarité des questions qui se posent, et notamment quand il s'agit de la relation qu'ont les politiques avec le concept de concurrence. Et ma conviction, c'est que, et mon conseil, si je peux donner un conseil aux responsables politiques, c'est qu'il faut passer d'une approche qui est idéologique à une approche qui est pragmatique. En France, le débat sur la concurrence est très idéologique. On l'a vu en 2005 dans le débat sur le traité européen. Donc on disait c'est mal parce que l'Europe veut une concurrence pure et parfaite. Comme si la concurrence était pure et parfaite. Il n'y a aucun secteur où la concurrence est pure et parfaite. Ça n'existe pas. Donc je pense qu'il faut une approche complètement pragmatique. Il faut que les responsables politiques voient la concurrence comme un outil dont ils peuvent se servir, qui n'est pas forcément le meilleur outil. Ça va dépendre des situations. Qui peuvent décider de ne pas utiliser. Il peut y avoir des situations où on veut privilégier le producteur au détriment du consommateur, et on peut avoir de bonnes raisons pour ça. Simplement, il faut le faire en connaissance de cause et il faut l'assumer publiquement et démocratiquement. C'est tout. Donc la concurrence, c'est un outil. Je pense qu'on a les moyens en tant qu'autorité de concurrence d'expliquer que c'est un outil qui peut être utile même là où on ne l'attend pas. Je pense notamment au secteur agricole. Nous, on n'est pas très populaire dans le secteur agricole. En même temps, la loi Egalim du 30 octobre 2018 nous a donné une compétence dans le contrôle des regroupements à l'achat. Et donc, ils doivent passer par nous, sur lesquels on émet un avis, ce qu'on a fait dans le cas de Casino et d'autres. Et ça, c'est apprécié des agriculteurs, parce que là, on est de leur côté, entre guillemets. On va vérifier que les distributeurs n'exercent pas un pouvoir abusif vis-à-vis des producteurs. Et donc là, on a un instrument qui va bénéficier aux producteurs agricoles. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et puis, on peut aider les politiques aussi à choisir l'outil, qui va pas forcément être la concurrence, mais on peut les aider aussi à comprendre que certains outils ne sont pas efficaces. Aurélie a parlé du seuil de revente à perte, qui en métropole, comme vous le savez, est maintenant à 10%. Donc si vous faites 9% de profit, c'est de la vente à perte. Ce qui est parfois un peu difficile à comprendre mathématiquement, mais c'est comme ça. Enfin, c'est ce que dit la loi. Est-ce que l'interdiction de la revente à perte est le bon instrument pour aider les producteurs agricoles? En général, non. En général, non, parce que ça ne garantit pas du tout que ces prix de plus élevés au bout de la chaîne de distribution vont bénéficier aux producteurs, tellement il y a d'intermédiaires. Donc il faut qu'on aide les politiques à comprendre quelle est la chaîne de constitution de valeur. C'est ce qu'a fait l'autorité de Nouvelle-Calédonie en 2020. On l'avait fait, nous, en 2019. On peut le faire dans d'autres domaines. Et donc on joue là notre rôle de conseil pour permettre aux politiques de choisir les bons instruments. Et ça, c'est une relation qui se construit. C'est vraiment une construction. Ce qu'a dit Madame sur la pédagogie, je pense, est très important. Et c'est pour ça qu'on a le devoir d'aller au-devant des parlementaires, d'aller au-devant des ministres, d'aller au-devant de leurs conseillers pour leur expliquer comment fonctionne la concurrence et pour créer cette relation de confiance.
Notre responsabilité en tant qu'autorité de concurrence, c'est de faire preuve de courage pour dire les choses comme elles sont. Et c'est, je crois, ce qu'Aurélie et son équipe ont fait et continueront à faire ici.